Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter la deuxième partie de mon exploration de la composante numéro 4 de la théorie du nid évolué, un climat positif. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter la première partie, je t'encourage vivement à le faire avant de plonger dans cette deuxième partie-là que j'ai enregistrée avec la docteure en psychologie et spécialiste de la psychiatrie périnatale, Malika Morisset-Bonapace. Alors qu'on s'est d'abord penché sur le concept de village pour la mère, de l'importance des amitiés puis d'avoir une communauté vivante lors de la première partie, en compagnie de Camille Laperle et Karine Côté-Andretti, cette fois-ci, on explore surtout l'accueil de l'enfant dans un climat positif. Mais pour être bien honnête, on part un peu dans tous les sens parce que c'est ça, quand Malika puis moi on se rencontre, ça s'enflamme puis on a du fun. Fait que la troisième et dernière partie, couvrant la composante, va vous être présentée dans 2 semaines. On avait juste vraiment trop de choses intéressantes à se dire, alors j'espère que vous allez vous régaler autant que nous. Je suis Elisabeth Dufresne et je te souhaite bienvenue chez les émergents. Malika. Allô? Tellement contente de te recevoir pour une deuxième fois. Hey, c'est moi la chanceuse. Ah mon Dieu, tu sais, je pourrais honnêtement t'écouter parler forever, là. J'ai tellement trippé sur les épisodes qu'on a enregistrés ensemble, puis sache que j'ai eu beaucoup de bons commentaires, fait que lorsque tu m'as contacté pour me dire que tu avais envie de rejouer avec moi, c'était comme tellement un honneur. J'ai tellement aimé ça quand t'as dit ça tantôt. Oui, t'es-tu prête à jouer? Puis j'ai vraiment l'impression que toi puis moi, c'est comme derrière un micro, c'est comme être dans le carré de sable, comme 2 petites filles. J'ai l'impression que c'est ça, on part dans notre affaire, puis on a du fun. On est juste right place, right time, right people. Absolument. Puis tu sais, avant de peser sur le bouton enregistrement, on essayait de s'aligner un peu sur qu'est-ce qu'on allait faire ensemble aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui a sonné vraiment juste pour moi, c'est justement de retourner à cette place-là, tu sais, où on est 2 amis, puis on parle ensemble. Mm-hmm. Moi, je suis une femme qui a pas d'enfant. Mm-hmm. Toi, t'es une femme qui a un enfant, Mm-hmm. puis qui a beaucoup d'expérience en périnatalité. Fait que j'ai juste envie, en fait, d'avoir un peu ton input sur ce que moi, en fait, je pourrais mettre en place éventuellement pour honorer cette composante-là. Fait que, tu sais, je m'imagine justement une petite âme, tu sais, qui est prête à venir sur Terre. Puis, je me dis clairement, on pourrait devenir super rationnel puis se dire, le moment où que cette âme-là est accueillie, c'est le moment où enfin, elle va naître. Puis, tu sais, peut-être même qu'on pourrait se dire quand le bébé, l'embryon est déjà dans le ventre. Mais moi, j'ai envie qu'on remonte avant ça. Mm-hmm. Puis, on en a parlé un petit peu dans un épisode précédent de la préconception. Mais aujourd'hui, j'ai juste vraiment envie qu'on revienne rapidement là-dessus puis qu'on se dise, c'est quoi accueillir une âme dans un contexte qui est chaleureux puis qui est positif selon toi? Mais moi, je pense que ça commence par une invitation. Je pense que quand le couple dit « Eh oh, salut à la gang d'âmes qui ont envie de s'incarner », tu sais, nous, on a vraiment envie d'en accueillir une, puis on vous invite. Ça fait partie de notre plan, ça fait partie de notre projet de vie. Puis voici qu'est-ce qu'on a à offrir. Voici quel est le contexte matériel, environnemental, le contexte émotionnel. C'est quoi le bagage qu'on amène? Puis on amène tous des bagages différents avec des compétences, puis on a tous un talon d'Achille, des éléments sur lesquels on en arrache plus. Puis je pense que moi j'ai la conviction que les hommes, les bébés, ils nous choisissent en tant que parents. Ils disent, moi, ça, c'est les parents que je veux, c'est eux autres que je veux, puis je vais passer cette vie-là à découvrir puis à me développer, accompagnée de cette histoire-là. Puis, je pense que quand c'est fait avec une invitation,
ben quoi de plus chaleureux que de se sentir voulu avant même d'avoir été conçu. Je pense qu'il y a quelque chose dans la préconception qui est pas à banaliser. La préconception, c'est une vraie phase de la période périnatale, puis j'ai l'impression que des fois on la considère comme étant peu importante, mais elle est pas peu importante. Puis il y a des femmes pour qui la période de la préconception va durer plusieurs années. Puis je pense que c'est important, tu sais, tantôt tu t'es présenté, moi je suis une femme, pas d'enfant, puis j'ai envie de dire, t'es pas juste une femme, pas d'enfant, là, t'as beaucoup de compétences, puis il y a beaucoup de choses que t'amènes à la table, mais aussi, je pense que de dire, tu sais, c'est pas comme si le projet d'être parent, c'est quelque chose qui est complètement divorcé de toi depuis, tu sais, 15 ans, là, t'es comme, non, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui se trame, puis je pense qu'on pourrait dire que, à partir du moment où on considère, où on réfléchit à notre propre maternité puis comment on veut être, on est déjà dans nos débuts de la préconception. Jusqu'au moment où on dit, tu sais, là, je fais mon appel avec mon amoureux puis on fait notre invitation. Ben là, on est vraiment en plein dans le cœur de la préconception. Puis après ça, à toutes les fois qu'on fait l'amour dans cette période de temps-là, jusqu'à ce qu'il y ait fécondation, ça s'appelle encore la préconception, cette période-là. Fait que je pense que c'est important de l'honorer, puis c'est tout aussi important, je pense que c'est principalement important pour le bébé, mais aussi pour le couple. De se décider, on veut être où, on veut être qui, nous, en tant que parents. Il y a quelque chose de... tu sais, c'est un peu comme les parents oiseaux qui commencent à faire le nid bien avant que ce soit le temps de pondre les œufs. Tu sais, il y a une préparation, on va créer cet espace-là, même si l'incubation dans les œufs va se faire pendant un bon bout de temps, mais il faut qu'il soit prêt, le nid. Puis pour moi, ça, c'est comme une façon d'honorer le fait que on veut préparer le corps de la femme, on veut préparer la psyché de la femme, on veut préparer le couple. Je me souviens quand... avant qu'on fasse le test de grossesse, mon chum, il avait comme envie, il disait, tu sais, on le savait déjà qu'on était enceinte, là, en réalité, puisqu'on faisait la méthode symptothermique, puis on l'avait vu, le 3e plateau. Mais quand même, il a dit, j'aimerais ça qu'on fasse le test, parce que pour moi, ça, c'est un vrai avant-après, puis je veux qu'on fasse une activité juste toutes les deux, pendant que dans ma tête à moi, on est encore juste toutes les deux. Puis on est allé manger une crème glacée, puis c'était comme une belle façon d'illustrer cette fin-là. Même si on s'entend, là, notre fils nous avait déjà choisi, ça faisait un petit bout, il était déjà venu se manifester vraiment, vraiment clairement avant, de plein de différentes façons. C'était comme un moment important de souligner ça. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette période-là, d'honorer ça, et pour le couple, la famille, le bébé, la mère, son corps, sa psyché, tout ça. C'est un beau package deal. Ouais. C'est fou parce que tu me parles de ça, puis je me dis, aïe, en fait, je réalise que c'est ça que je suis en train de faire, de préparer aussi tout l'environnement. Tu sais, moi, je suis à Waterville depuis, c'est ma 3e année. Je commence ma 3e année. Puis, en fait, je mets toutes sortes de choses en place en ce moment qui vont vraiment bénéficier à mes enfants parce que, tu sais, développer des relations, ça prend du temps. Mm-hmm. Puis, en ce moment, je suis en train de faire mes marques. Je suis en train de développer des relations qui vont être justement le premier maillon autour de mes enfants, tu sais. Puis j'ai l'impression que des fois, quand tu essaies de bâtir ça, tu sais, j'ai d'autres amis que j'ai en tête qui ont déjà des enfants puis qui arrivent puis qui essaient justement avec, tu sais, moins de temps, moins d'espace, de faire leur place. Mais de bâtir ce nid-là, c'est comme ça qui m'est venu en tête quand tu parlais des oiseaux. Mm-hmm. Ça peut prendre des années, tu sais, puis juste le fait aussi, comme tu disais, de travailler son couple puis de faire de l'espace. Tu sais, moi, je pense à tout aussi l'espace intérieur, puis pas juste au niveau physique, mais tu sais, on a toute une relation particulière avec notre enfance, puis ce que ça représente pour nous être une mère. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas ce travail-là de connecter avec ça avant d'avoir des enfants, puis là, une fois que le bébé il est là, ça l'ouvre des portes. Mm-hmm.
Puis là, ben c'est comme si ils doivent aller connecter avec des choses qui sont pas tout le temps faciles. Mm-hmm. Mais on dirait que moi, en fait, je réalise en ce moment que de faire le nid, c'est aussi de créer l'espace comme psychique, émotionnel pour que cet enfant-là ait toute la place puis que je sois pas constamment en train de projeter des choses qui lui appartiennent pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis j'aime beaucoup ce que tu rapportes parce que nous, on a déménagé 2 ou 3 semaines avant que je mette au monde mon coco. Puis, en effet, c'est de tomber, puis tu sais, on déménageait pas à l'autre bout du monde, on avait encore nos amis, on était dans la même ville, puis je déménageais à 1 rue de chez ma mère puis à 2 rues de chez ma tante, fait que c'était pas comme si on se ramassait, tu sais, out of nowhere, mais quand même, ça a pris du temps avant qu'on crée des liens avec des gens sur la rue, puis je me dis, aïe, ouais, si j'avais eu, mettons, 2 ans à créer ces liens-là d'abord, ben tu sais, en effet, ça aurait pu être bien. Puis ça me fait penser ça me fait penser au fait que tu sais, on travaille sur ça puis on réfléchit à ça ensemble. Puis en même temps, Mère Nature, elle a déjà prévu ça dans le sens où tu sais, ça fait déjà partie de ce que l'expérience humaine a toujours été. Avant, ça n'existait pas de vivre avec des gens qu'on connaissait pas. Tu sais, quand on pense aux tribus, même on connaissait les tribus adjacentes parce qu'il y avait des événements sacrés où on se rejoignait ensemble. Puis là, ben, on connaissait tous les gens depuis la naissance. Je veux dire, ça n'existait pas des gens. Tu sais, je trouve que c'est tellement un reframe important à se rappeler de tout le travail qu'on est obligé de faire parce qu'on s'est tellement éloigné de qu'est-ce que l'espèce humaine est supposée vivre. Puis je pense que c'est important de le recadrer, ça. De le recadrer en disant, toi puis moi, on fait un podcast juste parce que l'espèce humaine ne vit pas ce qui est attendu. Absolument. Parce que si c'était ça, ben tout le monde aurait ces éléments-là de répondu par défaut. Fait que là, aujourd'hui, on est obligé de réinventer la roue, on est obligé de repasser à travers toutes ces affaires-là pour dire comment on fait pour les mettre en action, mais dans le fond, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, ces affaires-là. Puis l'autre élément que je trouve qui est super important de garder en tête, c'est que il faut faire attention, on a un grand piège dans notre société qui est, on encourage énormément les femmes à avoir des bébés très tard dans leur vie. Puis on dit, tu sais, place-toi les pieds avant, étudie, puis là, on le sait, on réagit bien quand même au système actuel. Les filles, on a plus tendance de bien rentrer dans le moule scolaire actuellement. Fait qu'on étudie, puis on est capable d'étudier, puis on est capable d'étudier vraiment longtemps. D'ailleurs, on prend plus de la moitié des places à l'université, bien plus, puis ça fait pas si longtemps que ça que c'était pas le cas du tout, là. Fait qu'on étudie super longtemps, puis là, après ça, il faut faire la carrière, puis après ça, on investit le monde de la maternité. Faut pas oublier que nous, on a une date de péremption, là, dans le sens où notre fertilité est vraiment limitée quand on la compare à celle des hommes. On peut pas, nous, on peut pas concevoir à 72 ans, mais les hommes, ils peuvent sans aucun problème le faire. Fait que je pense que ça, faut le garder en tête. Tu sais, les femmes, on n'a jamais été aussi malheureuses que depuis qu'on travaille. Il y a toujours eu des exceptions. Il y a toujours eu des Jeanne d'Arc, des femmes qui étaient faites pour être d'autres choses. Puis ça, je pense que le problème, c'est quand on n'autorise pas les femmes qui sont faites pour faire d'autres choses. Mais le problème, c'est que quand on répond juste à cette exception-là, puis on l'applique à tout le monde, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est quand même assez malheureuse. Mais tu sais, en même temps, pour moi, il faut faire attention. C'est pas non plus de dire que les femmes aiment pas travailler. Moi, j'adore travailler. Tu sais, toi, t'es bonne dans ce que tu fais. Ouais. Mais si ça veut dire que pour travailler, il faut que je me sorte de mon noyau familial, de cette cohérence-là. C'est là qui, pour moi, ça devient problématique. Ouais. J'aime beaucoup cette nuance-là que tu amènes. J'aime beaucoup cette nuance-là. J'aime ça. Parce que, tu sais, même moi, je l'ai longtemps vécu. Je me disais, il y a une partie de moi, mais je pense que c'est avec toi même qu'on discutait de ça cet été. Où je disais, il y a une partie de moi qui aurait envie de tout mettre de côté ma vie professionnelle puis de juste être parent éducateur. Puis je pense que c'est toi, en fait, tu m'as probablement demandé, mais t'es sûre que tu serais prête à tout mettre de côté? Puis je pense que je t'ai répondu quelque chose comme, mais tu sais, c'est sûr que j'ai investi une décennie d'études universitaires dans ce cerveau-là. Je trouve ça vraiment niaiseux de laisser poireauter ça chez nous. Tu sais, c'est comme, aïe, j'ai beaucoup investi. Puis là, ben j'ai un cerveau plein d'informations. Puis ouais, il y a comme une portion de moi que je trouve qui est comme même pas juste pour la société, que j'ai investi autant d'énergie
puis autant de ressources de la société, là, on s'entend, parce que l'université, c'est pas juste moi qui l'ai payé, là. Il y a une grosse portion de ça qui a été payée par l'État aussi. Puis toutes les années où j'ai été à l'école, puis là, j'ai l'impression que j'ai comme je dois une redevance de tout ce que j'ai reçu. Fait que je dis, ouais, c'est un peu pour ça que je continue à le faire. Mais peut-être que t'as raison. Peut-être qu'après 1 an ou 2 ou 3 à la maison, à juste être parent éducateur. Mais tu sais, je dis ça. En même temps, j'ai réfléchi à voix haute avec toi, là, mais en même temps, qu'est-ce qui arriverait? Ah, je deviendrais probablement responsable de cette affaire-là, puis bénévole de cette affaire-là, puis je gérerais cette affaire-là avec les homeschoolers, puis je ferais ci, puis tu comprends, comme je finirais ultimement par en faire du travail. J'en ferais, c'est sûr que j'en ferais. C'est ça, exactement. Je pense que l'idée, c'est juste de dire, c'est important de continuer à se réaliser. Ouais. Puis pas se mettre de côté pour notre enfant. Je pense que moi, j'avais cette fausse perception-là avant que, dans le fond, ma place, c'était de juste être disponible pour mes enfants. Puis ce que je comprends de plus en plus, en fait, c'est que quand moi, je suis alignée avec mon propre continuum, quand moi, je suis alignée avec ce qui me passionne, ce que j'ai envie de faire, mais que je fais de la place à mes enfants là-dedans, c'est là où que tout le monde bénéficie. Puis comme tu l'as dit tantôt, ben c'est difficile d'aller les deux, mais c'est pas impossible, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, mettons, dernièrement, j'ai recommencé à investir dans l'artisanat parce que je me suis dit, c'est quelque chose que je peux faire avec mes mains, puis je peux amplement faire de la place aux enfants là-dedans. Puis c'est pour ça que là, j'ai pris 2 homeschoolers avec moi, puis un mercredi sur 2, j'ai pris avec moi, puis on fait de l'artisanat ensemble. Puis moi, je suis pas comme tu sais, je fais des trucs d'enfants que j'ai pas le goût de faire. Non, je fais des projets que j'ai full le goût de faire. Puis je leur dis, les filles, ça vous tente? Comme, voici le matériel. Comme, lancez-vous avec moi. Wow. Comment ne pas, tu sais, puis pour faire un pont avec notre sujet, tu sais, d'une ambiance puis d'un accueil qui est positif. Moi, comme enfant, d'arriver dans un espace où je sens que l'adulte a pleinement envie d'être là, puis qui est vivant. Tu sais, il est comme, mon Dieu, je suis pas genre au jeu d'eau ou que je suis complètement stérile puis inutile, genre. Tu sais, il y a plein de bébelles de plastique puis je suis juste sur le côté puis j'attends. Non, je suis en train de me réaliser, de faire quelque chose qui me passionne, mais ce n'est pas dans un espace qui est éloigné de toi où tu ne peux pas me voir parce que souvent les enfants ne voient pas leurs parents se réaliser. Ils savent que papa, maman s'en va au travail, mais ils savent pas. Mais là, de pouvoir voir un adulte qui est sur son X puis de se sentir accueilli là-dedans, je trouve ça magnifique. Moi, ça me fait beaucoup de sens. Ça me fait vibrer à tellement de points, là, comme tu me permets de faire des liens que j'avais jamais compris, OK? Comme tantôt t'as dit, tu sais, là, mettons, avec le parent au jeu d'eau, je suis comme, ben c'est pour ça, moi, au jeu d'eau, tu penses-tu que je suis assise sur le banc de parc à parler avec les autres mamans? Non. Tu joues. Moi, je suis avec toute la gang de Flo, puis je crie, puis je cours, puis... Tu sais, souvent, partout où on va, j'amène toujours des livres. Mon fils, c'est un garçon qui aime beaucoup se faire lire. Puis c'est une très belle façon d'instaurer la philosophie d'éducation à domicile que de faire de la lecture tous les jours, tout le temps. Fait que je pars jamais de la maison sans livre. Mais qu'est-ce qui arrive? Je veux dire, on va à la plage. On va à la plage, on est dans le sable. Je vais jouer, je vais faire moi aussi des créations dans le sable, parce que c'est pas parce que je suis un adulte que je trouve pas ça le fun de faire ça. Puis éventuellement, je vais sortir un livre, puis là, je me ramasse avec 5, 6, 10 enfants autour de moi, parce que je fais la lecture, puis parce que les autres, ils étaient proches, puis on a échangé nos jouets pour, creuser nos petites pelles, puis nos petits râteaux. Fait que finalement, ils se sont approchés, puis parce que les autres parents, ils sont tous là-bas avec, je sais pas quoi, leur bière puis leur sangria, puis à jaser sous le parasol, moi, j'ai les 2 pieds dans l'eau, puis j'étais avec les enfants. Fait que c'est ça que je fais, dans le fond. Moi, je vais à un atelier, la bibliothèque fait plein d'ateliers de bricolage. Moi, je suis tout le temps la personne qui est comme, t'en as-tu de plus? Je vais en faire moi aussi. Je fais toujours les bricolages en même temps. Puis, sais-tu c'est quoi qui est positif quand je fais le bricolage en même temps? C'est qu'au lieu d'être comme les autres parents qui disent, tu l'as pas fait assez, il y en a trop, t'es-tu sûr que c'est cette couleur-là que tu veux mettre? Puis, je veux dire, je suis pas tout impliquée dans son projet à lui, là. À moins qu'il me dise, maman, j'ai besoin d'aide, je veux telle affaire, puis là, je le trouve pas, ou là, je vais arrêter ce que je suis en train de faire pour faire ça. Mais je porte pas attention à ce qu'il fait parce que je suis occupée sur mon projet à moi.
C'est beau. Ben oui, j'avais jamais fait le lien de pourquoi je me positionne toujours comme ça. Mais c'est toujours le lieu dans lequel je me positionne. Je me ramasse jamais avec... Moi, je pensais que c'était parce que j'étais allergique aux autres parents. Justement, je viens de sortir un épisode qui parle du fait que j'aurais le souhait de ne jamais avoir à envoyer mes enfants à la garderie. Puis ça l'a fait beaucoup jaser. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes, justement, qui me parlaient de ce moment-là où, dans le fond, elles font face à une espèce de contradiction interne où elles ressentent leurs instincts forts de rester avec leurs enfants. Puis en même temps, le désir de se réaliser, tu sais. Puis je trouvais ça intéressant parce que justement, on parlait des tribus de chasseurs-cueilleurs tantôt. J'écoutais une femme qui a fait beaucoup de recherches sur la parentalité en lien avec ces tribus-là. Puis elle disait, tu sais, les femmes, en fait, elles ont toujours travaillé. Puis tu sais, même dans le concept du continuum, on l'entend, tu sais, c'est comme les femmes, elles faisaient pas que s'occuper de leurs enfants, elles étaient actives dans la société. Puis c'est ça, en fait, c'est que la façon dont tout ça était conçu, ben elles pouvaient faire les deux en même temps, tu sais, se réaliser, travailler et être avec leurs enfants. Mais de nos jours, c'est que souvent les différents métiers sont rendus comme en compétition avec le temps qu'on va avoir avec nos enfants. Les enfants sont pas nécessairement accueillis, ont pas leur place dans ces milieux de travail-là. Ce qui fait en sorte que c'est ça. Ben, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce déchirement-là qui est vraiment très difficile, tu sais. Puis elles vont finir par, même des fois, s'éloigner de leur instinct qui leur dit qu'elles doivent rester auprès de leur enfant. Puis même ça, des fois, ça peut avoir des répercussions intenses comme ben devoir se couper émotionnellement puis mettre de la distance avec leur enfant pour pouvoir survivre à travers ça. Puis ça, ben ça a aussi de l'impact sur le climat positif justement dont on parle, tu sais, le fait de accueillir pleinement son enfant. On est vraiment déréglé. Oui, puis je pense une autre problématique, c'est que énormément du travail qu'on a à faire, c'est derrière un écran. Alors que je suis persuadée que les femmes qui contribuaient au bien-être de leur société de chasseurs-cueilleurs, ils travaillaient avec leurs mains. Puis les bébés, les plus jeunes enfants vont être obnubilés à observer, imiter, copier ce qu'on fait. C'est pour ça que les enfants, ils trippent autant à faire la vaisselle avec nous, ils trippent autant à passer le balai avec nous. C'est sûr que c'est plus long de passer le balai quand t'as ton petit 2 ans qui te suit puis avec son balai puis que là, il ramasse ton tas. Puis c'est sûr que c'est plus long, mais on est fait biologiquement pour faire comme nos parents, comme notre primary caregiver. Puis ça, ben je pense que c'est important de réaliser qu'il y a une grande distinction entre avant, on travaillait, mais on avait un travail. C'est pas juste que les enfants étaient acceptés, mais c'est qu'ils pouvaient être avec nous. Tu sais, je veux dire, peu importe ce que tu fais, là, si t'es rivé sur ton écran pendant 6 heures d'affilée, ça répond pas aux besoins de ton enfant du tout. Puis je pense qu'il y a l'autre élément qu'il faut pas oublier, qui était que longtemps dans ces tribus-là, les bébés sont avec les mères. Plus ils sont petits, plus ils sont en portage pendant de longues heures par jour. Plus ils grandissent, plus qu'ils viennent à demander de sortir du portage puis de s'asseoir à côté, puis là de recopier tranquillement ce que la mère fait, ce que les autres femmes sont en train de faire. Mais après ça, faut pas oublier qu'il y a la Société des enfants, qui était un autre groupe complètement indépendant, qui était pas avec les mères. Puis il y a des enfants qui partaient là beaucoup plus tôt, puis des enfants qui partaient là beaucoup plus tard en fonction de leur développement, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur sensibilité personnelle. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait leur propre société. Eux, les grands-enfants s'occupaient des petits-enfants, puis ils partaient, puis même eux avaient des rôles dans la société. On sait qu'une bonne portion des enfants s'alimentaient eux-mêmes par des petites chasses, par le fait de récolter certaines nourritures. Fait que ça, ils partaient à l'aventure. Fait que la mère, là, aujourd'hui, on a l'image de la mère qui est dans sa maison avec ses 2 enfants, mettons, mais
Mais la réalité, c'est que le plus grand, il serait plus avec la mère. Il serait il serait dans sa tribu, dans sa société d'enfants, en fait, qui est auto-gérée. Puis là, les enfants, ils reviennent, puis ils repartent, bien évidemment. Mais en tout cas, je trouve que c'est tellement important de réaliser d'où est-ce qu'on arrive, là. Parce que là, pour essayer de reproduire ça, ben c'est vrai, c'est sûr qu'on peut pas, la mère, elle peut pas faire 6 heures devant son écran avec son enfant autour d'elle. Des fois, je vois, parce que ça devient vraiment la mode de parler, tu sais, justement, de comment les chasseurs-cueilleurs faisaient avant. Tu sais, de plus en plus, il y a de comptes, mettons, sur Instagram qui m'ont parlé de ça. Puis j'ai découvert une femme, justement, qui parle de la parentalité en lien avec ses recherches en anthropologie. Mais elle fait des raccourcis par rapport à la parentalité d'aujourd'hui. Puis je pense qu'il faut faire attention. Mettons, tu sais, en ce moment, tu parlais du fait que à partir d'un certain âge, les enfants pouvaient juste comme partir puis jouer ensemble. Puis en même temps, tu sais, tu as assisté à ma conférence Enfanter l'évolution où je parlais justement de l'orientation par les pairs. J'en parle beaucoup sur mon podcast. Ouais. Puis là, tu sais, au début, j'étais comme « Ah, mais pourquoi aujourd'hui, c'est problématique que les enfants soient isolés ensemble? Puis pourquoi avant, c'était une partie extrêmement comme en fait qui était responsable de l'évolution comme du clan, tu sais. Puis en fait, moi mes réflexions, c'est justement que la coupe affective de base des enfants n'est plus comblée par nos pratiques d'aujourd'hui. Tu parlais justement du portage des bébés constant puis tout ça, mais aujourd'hui, la coupe de nos enfants est complètement vide. Fait qu'ils sont omnibulés à chercher une façon d'aller combler cet attachement-là. Fait que le fait de les laisser ensemble, ça le fait juste plus. Ça crée toutes sortes de blocages de maturité. En tout cas, puis on pourrait aller loin là-dedans, mais c'est ça aussi, il faut faire attention parce que j'entends de plus en plus de gens faire des raccourcis. Tu sais, comme cette femme-là, elle disait, ben quand tes enfants, ils font des crises de larmes, ignore-les. Parce que les chasseurs-cueilleurs, c'est ça qu'ils faisaient quand leurs enfants avaient des crises. Puis je me disais, attends une minute, là, tu sais, comme tu peux pas juste répliquer des pratiques qui étaient faites dans un environnement naturel absolument différent de nous, dans une société qui est complètement organisée d'une autre façon, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant de s'en inspirer. Puis en même temps, je pense que tu vas être d'accord avec moi que faut qu'on reste ancré en 2024 parce que tout est déréglé. T'sais. Absolument. Ah, je suis vraiment contente que tu parles de ça, puis je trouve que c'est vraiment important, comme tu dis, de remettre les pendules à l'heure puis de dire là, wow, là, comme là, parce que même si on voudrait, tu sais ça, cet élément-là, même si on voudrait le répliquer, on pourrait pas le répliquer. On pourrait pas parce que nos enfants ont pas appris à se responsabiliser assez. Je veux dire, tu sais, parce qu'on tolère pas le dangerous play. C'est quoi en français le jeu risqué? Mais tu peux pas l'envoyer ton enfant, là, parce que s'il a jamais fait de jeu risqué, cet enfant-là, ou encore pire, t'as toute une gang qui en ont fait parce qu'il y avait des parents cinglés comme toi pis moi, mettons. Mais là, il y en a un enfant de parent normal qui a jamais fait de dangerous play. Là, tous ces enfants-là vont se mettre à faire ça. Là, lui est en danger de manière vraiment sévère, tu sais. Puis j'aime ce que tu dis dans le fait de dire, tu sais, non, mais leurs coupes, ils sont pas pleines. Ils sont vraiment pas pleines. Alors que, puis il y a une autre affaire, tu sais, tantôt je disais, il y en a qui partent plus jeunes dans la société des enfants, puis il y en a qui partent plus tard. Mais nous, dans notre société, on décide pour eux. C'est une imposition qui est faite, peu importe le système nerveux qu'ils ont, ils sont imposés une décision. J'ai décidé que tu allais à la garderie. J'ai décidé que tu allais à la maternelle. Point final. Alors que avant, il y avait une totale flexibilité. Genre, tu files moyen aujourd'hui, tu restes avec les femmes et les bébés. Puis c'est pas comme, faut prendre la décision, est-ce qu'aujourd'hui, je prends off de mon travail, puis là, combien de congés maladie il me reste, puis je vais-tu me faire payer, puis je vais-tu me mettre dans le trou, puis tu sais, je veux dire, c'était juste, mon enfant, il file semi, parce qu'il file semi physiquement peut-être, parce que juste émotionnellement, il a besoin de ma proximité, point barre, c'est fini. Comme, aujourd'hui, on peut pas faire ça. Un enfant qui dit, je veux pas aller à l'école, il y a d'affaires à faire de la fièvre, cet enfant-là, on s'entend-tu?
Parce qu'on peut pas juste honorer le fait que cet enfant-là, il a pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Puis tu sais, aujourd'hui, on a pathologisé ça. Je veux dire, le refus scolaire, là, c'est un big thing. Moi, quand j'étais au doctorat en psychologie, là, j'ai fait un stage en milieu scolaire, puis la psy m'expliquait, écoute, Malika, c'est vraiment simple. Le refus scolaire, c'est super dangereux. Fait que là, j'ai les yeux ouverts grandement, puis je suis comme, ah oui, raconte, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, quand il y a des enfants qui décident que là, c'est assez, puisque c'est une école secondaire, elle dit, quand les enfants décident, là, c'est assez, puis comme je veux plus, là, il faut absolument pas lâcher. Puis il faut soutenir les parents du fait de les forcer à revenir, parce que sinon, ces enfants-là voudront plus revenir. Puis tu sais, aujourd'hui, là, je réécoute cette conversation-là dans ma tête. Je me dis, imagine pour que les ados, à un moment donné, disent, là, j'en ai plein mon rôle-pompon, c'est fini. Je ne collabore plus. C'est assez. Je suis assez vieux, là. Je suis capable de dire, je le veux plus. Je veux plus y aller, je veux plus y aller, je veux plus y aller, je veux plus y aller. Puis, c'est quoi la réponse du système? Never give in, parce que sinon, t'es faite pour toujours, ils voudront plus revenir. Je me disais, hey, on peut-tu pas voir que comme ça, c'est un symptôme d'un système qui est vraiment pathologique? Les enfants, c'est pas pour rien qu'ils se retournent vers leur père, Elisabeth, Christy. Quand ils te disent, je veux pas y aller, ben, toi, c'est ta job d'aller à l'école, c'est ta job d'aller à la garderie. C'est pas vrai, ça. Leur job, c'est de se développer. Puis il y en a des enfants, on le sait qu'il y en a des enfants qui vont se développer mieux s'ils vont à la garderie. Tu sais, c'est quoi le facteur qui détermine si c'est préférable pour un enfant d'aller à la garderie ou de rester à la maison? Ben, ça doit être justement le climat familial, les ressources de la famille. Oui, exactement. Si la garderie offre un environnement social, d'attachement, puis environnemental, la qualité de l'environnement supérieure à celui de la famille, l'enfant va mieux se porter s'il va à la garderie. Bien sûr. Dans une situation certainement égale ou plus, l'enfant va moins bénéficier de passer ses journées à la garderie. Fait que je pense que ça, c'est important de le considérer. Puis il y a aussi un autre élément qui est hyper important, qui est, il y a des différences. Il y a des différences au niveau des systèmes nerveux que les enfants ont. On n'arrive pas tout équipé pareil. Puis même dans les 2 premières années de vie, on vit quand même des expériences significatives. Puis c'est important d'honorer ça. Tu sais, moi, j'ai eu une maman qui me racontait que elle avait pris une 2e année. Fait que son enfant n'est pas rentré avant l'âge de 2 ans à la garderie. Mais elle raconte que quand l'enfant revient de la garderie, l'enfant de 2 ans revient les yeux bouffis d'avoir tellement pleuré, la voix rauque d'avoir tellement crié. Tu sais, il y a des enfants qui sont équipés différemment. Puis, je pense que de dire à tous les parents, ben voyons, c'est normal, c'est le début, c'est l'intégration, c'est normal. C'est-tu normal, Elisabeth, de revenir après une journée de garderie puis d'avoir la voix rauque puis les yeux bouffis? Non. Et j'en parle dans mon épisode. Oui, c'est vrai, hein? Ouais. Je pense. Non, c'est ça. Puis, c'est une déconnexion totale. Puis, en fait, c'est ça l'affaire aussi, c'est que là, on déconnecte les parents de ce qu'ils ressentent par rapport au fait que leur enfant vit ça. Oui. Puis que là, après ça, les enfants se déconnectent eux-mêmes de ce qu'ils vivent. Ben oui. On finit par être tous déconnectés dans cette histoire-là. Ben oui. Puis on normalise ça tellement, là. Moi, c'est ce bout-là qui me rend sans connaissance. C'est le bout. Ben oui, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est normal. Comme, c'est pas normal pantoute, là. C'est pas la mère, elle tolère mal la détresse, la mère. Hey, moi, là, quand j'entends ça, là, j'ai envie de flipper toutes les tables, là. Je sais pas si tu comprends, là, mais non. Quand la mère a dit, je suis pas capable de le laisser pleurer, il y a une raison pour laquelle elle est pas capable de le laisser pleurer. Neurobiologiquement, on a été créé pour ne pas être capable de laisser pleurer nos enfants. Puis la seule raison pour laquelle les enfants, ils pleurent autant, c'est parce qu'ils sont pas avec des gens avec qui ils ont créé un lien d'attachement. Hey, là, tu t'imagines-tu, toi, l'éducatrice, avec un bébé qui braille toute la journée? Faut pas que tu aies de lien d'attachement pour être capable de... Ou faut que tu aies une cognition alternative dans le genre, tu sais, ce bébé-là va s'adapter, ce bébé-là va s'adapter, c'est ma job en tant qu'éducatrice de tu sais, tolérer ces pleurs-là. Je sais pas quel genre de cognition faut que tu aies pour être capable je vais te le dire. Oui, vas-y, raconte. Je vais te le dire parce que j'ai travaillé en pouponnière. Oui, c'est vrai,
je savais pas. Bon, Oui, raconte-moi. j'ai travaillé en pouponnière. Ouais, pendant 1 an, j'avais 10 bébés à 2. OK, fait que tu sais, je pense que tu commences à comprendre que je suis bien au courant de l'importance de l'attachement. Mm-hmm. Je suis bien au courant de l'importance de toute cette sensibilité-là. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que, ben, ton système, il te protège. Fait que, justement, à un moment donné, il te déconnecte. Wow. Moi, j'avais vraiment un très beau lien d'attachement avec les bébés dont j'étais la principale éducatrice. Puis, honnêtement, tu sais, j'ai eu quand même vraiment une belle expérience. Mais quand tous les bébés se mettent à pleurer, à un moment donné, t'es tellement agité qu'il y a quelque chose qui lâche dans ton cerveau. Puis là, c'est comme si tu te concentres juste sur une chose, puis le reste, tu l'entends juste plus. Wow. Fait que je te dirais que la plupart des éducatrices sont vraiment conscientes de l'importance du lien d'attachement, mais c'est quelque chose que je parle tout le temps, là, c'est juste comme pas réaliste. Fait qu'il y a toutes sortes de mécanismes de défense qui entrent en compte. Puis oui, à un moment donné, ben t'en entends tellement des pleurs dans une journée. Tu sais, on a des protocoles d'intégration, puis à travers ces protocoles-là, c'est normalisé que le bébé va faire des crises, qu'il va pleurer, puis on va demander aux parents de s'en aller, puis nous, on va l'accueillir dans ces crises-là. Mais je veux dire, au début, là, c'est l'enfer, là, tu sais, en nous, là, quand tous les bébés arrivent, là, c'est l'enfer sur Terre, là. Puis moi, c'était ma première expérience, fait que je me disais... Ça doit être normal. Ben, c'est ça, tout le monde est comme « Ah oui, c'est normal, c'est normal. » Puis je me disais « Mais voyons donc, c'est normal. » J'avais une petite fille, là, si je la posais par terre, elle vomissait. Oh. Fait que moi, tu comprends-tu pourquoi je parle de ce sujet sensible-là? À un moment donné, c'est comme non, c'est pas normal. Puis c'est que faut pas parler de ces choses-là parce que ça rend les parents coupables. Tu sais, ça culpabilise les parents. Puis moi, ce que j'arrête pas de répéter, c'est que à un moment donné, aussi, si on arrête de dire les choses parce qu'on a peur de culpabiliser les gens, ben on n'arrivera pas à une place qui va réellement prendre soin de nous parce qu'on va juste éviter le fait de rendre les autres inconfortables. Il y a rien en moi qui veut shamer personne. Je veux juste qu'on se dise les vraies affaires. Bien sûr, je comprends vraiment pourquoi les gens utilisent les garderies aujourd'hui, justement, dans tout ce dérèglement-là, mais ça reste que je pense que c'est important de reconnaître que c'est pas ça l'option la plus viable. Puis moi, je pense que c'est pas juste... Je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle c'est important de se prononcer puis de le dire à voix haute. C'est qu'il y en a plein de femmes qui l'ont, l'intuition, puis qui entendent nulle part la confirmation que leur intuition est juste. Puis moi, c'est à ces femmes-là, beaucoup que j'ai envie de dire, tu le sentais dans toi? Tu le savais. Comme, si ce que tu as besoin, c'est que la société, quelque part dans la société, tu reçoives ton approval pour cette affaire-là, ben moi, ça va me faire plaisir de te le donner. Puis je pense que ça, c'est important. Puis je pense que l'autre morceau qui est important, c'est, je pense qu'il y a un bénéfice incroyable à savoir se pardonner. À pas se punir, à se pardonner. Moi, là, Elisabeth, il y en a des jours, là, où je me couche le soir puis je pleure de comment je me sens coupable, de comment je me suis adressée à mon enfant. Puis si je fais juste me taper sa tête, le lendemain matin, je vais juste me sentir encore plus dans un environnement désagréable. Puis je vais juste être encore plus à risque d'avoir un comportement de merde que j'aurais pas voulu avoir face à mon enfant. Mais quand je dis, OK, minute, est-ce que la manière avec laquelle j'ai agi envers mon enfant, c'est humain? Oui, c'est humain. Considérant tout ce que je vivais, c'est humain. Est-ce que je peux comprendre qu'est-ce qui m'a mené là? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Fait que des fois, c'est de réparer.
Des fois, c'est de m'asseoir puis de discuter avec lui, qu'est-ce qui vient de se passer, puis comment j'ai agi, puis comment je trouve qu'il méritait pas pantoute le comportement que j'ai eu à son égard. Puis c'est systématiquement, certainement toujours, de regarder qu'est-ce qui m'a mené là, puis de dire qu'est-ce que je peux changer ici et maintenant pour pas que ça se reproduise ou pour diminuer les risques que ça se reproduise. Puis c'est d'agir. Fait que tu sais, c'est de dire, ça sert à rien de se taper sa tête. Ça c'est, on sait, la honte, c'est la vibration la plus basse, la plus mauvaise que l'être humain peut avoir. On veut pas être dans cette vibration-là. On veut être dans, on prend notre responsabilité. C'est moi qui agis comme un trou de cul, là? OK. On s'assume. On peut avoir beaucoup de compassion pour soi-même. Oui. Puis après ça, on se met dans l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que, tu sais, j'ai envie de dire, s'il y a des mamans qui nous écoutent puis qui disent « Ah, moi, je l'ai envoyé à la garderie, puis c'était de la merde, puis tout ça. » Ben OK, mais là, peut-être que tu le sais que pour ton deuxième, t'as plus envie de te faire cette souffrance-là. Parce qu'il y a au moins 2 personnes sur la planète, là, Elisabeth et moi, qui te dit « Ça va. Ça va, c'est normal que toutes les cellules de ton corps disent « Je veux pas le déposer là. » Je peux-tu réfléchir à voix haute 2 secondes avec toi, là? Je savais vraiment pas que tu avais fait cette job-là, d'être dans les pouponnières. Ouais. Mais mettons, dis-moi, OK? Moi, j'ai toujours eu cette réflexion-là, puis je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui arriverait si... Ben, regardez. Quand mon bébé était bébé, il voulait pas être avec personne d'autre, right? Comme, tu sais, dans la période de temps où il est comme... Il y a que ma maman qui compte dans la vie, là. Mais on était toujours dans l'environnement avec d'autres gens. Fait que mon bébé me voyait comme mon bébé sur moi, me voyait interagir avec son papa, avec sa grand-maman, avec son grand-papa, avec les gens qui étaient autour de nous. Puis quand il était habitué d'être avec ces gens-là, ben tu sais, de plus ça allait, ben plus je pouvais me séparer parce qu'il était avec des gens qu'il connaissait. Fait que je me dis, est-ce qu'il y aurait pas une espèce de logique à ce que en nous, quand il y a les nouveaux groupes, que les mamans, ça soit comme une activité mère-enfant. Tu sais, il y en a des activités comme ça, là, où on invite. Fait que ce soit une activité mère-enfant. Fait que les bébés s'attribuent, se familiarisent avec les éducatrices, avec les lieux, avec les jeux, avec les fonctionnements, avec la routine, mais avec leur maman. Puis que, progressivement, leur maman part faire un pipi pendant 2 minutes, puis reviennent. Puis on voit comment ça se passe, puis qu'on adapte en fonction des systèmes nerveux des différents enfants. Il y a des mamans qui vont avoir besoin de leur enfant, qui vont tolérer un 5-6 minutes après le 3-4e jour. Puis d'autres mamans, d'autres bébés qui vont tolérer, tu sais, le 5-6 minutes après 2 mois. Puis qu'on fasse juste respecter le rythme des enfants. Mettons, ça se pourrait-tu, ça? Je suis complètement dingue de penser à une affaire. Pourquoi on sac les parents dehors des garderies? Pourquoi on a une intolérance à la présence des parents si élevée dans les garderies? Ouais. Ben, je te dirais que ça dépend des milieux parce que dans les protocoles, des fois, c'est avec parents. OK. Mais souvent, ça mais avec parents, genre 2 jours, là. Moi, je te parle illimité jusqu'à ce que l'enfant soit prêt de les laisser partir. Ouais. Ben, moi, je suis absolument d'accord avec toi, là, parce que sur le plan de l'évolution, c'est ça qu'on devrait faire. Parce que les parents, ce sont ce qu'on appelle les entremetteurs d'attachement. Fait que, les enfants, en fait, c'est les parents qui vont donner la permission à leur enfant de s'attacher à quelqu'un d'autre que eux-mêmes. J'aime ça! J'aime ça! Ben oui, c'est pour ça que l'enfant a besoin de voir le parent. Je le savais, mais je savais pas pourquoi. Que l'enfant a besoin de voir le parent avoir des interactions positives avec l'individu. C'est comme ça qu'on donne l'autorisation. Exactement. Fait que dans le fond, tu vas envoyer de toutes les façons possibles à ton enfant comme des messages positifs par rapport à cette personne-là. Fait que premièrement, justement, on va, tu sais, souvent en CP, on va le dire, faut que l'enfant te voit parler de façon chaleureuse avec le parent. Fait que là, déjà, l'enfant enregistre, OK, cette personne-là, comme ma mère est calme quand elle lui parle, elle a l'air bien. Après ça, moi, ce que je vais recommander souvent, c'est que le parent parle en bien de l'éducatrice à la maison. Des fois, tu sais, même quand tu peux d'avance envoyer une photo de toi, puis que le parent te présente comme sur la photo,
parle de toi, parle de l'éducatrice à son enfant. Même dans les écoles Waldorf, c'est comme, je pense que ça fait partie du protocole, là, tu vas recevoir, comme moi, quand j'étais petite, j'ai reçu une lettre de mon enseignante avant de la rencontrer, avec une photo, puis elle me parlait d'elle. Fait que c'est vraiment, pour ça, c'est comme, faut revenir justement dans l'idée des tribus, c'est de dire, cette personne-là, elle fait partie de notre tribu. Je te donne le droit de l'intégrer dans notre tribu. Fait que c'est toujours le moment justement où l'enfant va sentir que ça devient comme une compétition, la personne à laquelle elle va s'attacher quand ça devient une compétition avec son parent, justement parce que l'enfant sent que son parent n'aime pas vraiment l'éducatrice, ne lui fait pas confiance. C'est là que ça va devenir super compliqué. Ouais. Dans le fond, quand le parent s'entend pas avec l'éducatrice, c'est un peu comme quand les parents sont divorcés puis ils parlent l'un de l'autre en mal. Absolument, ouais. Je pense pas que les parents, ils savent ça. Ouais, ben moi, c'est comme, je parle de ça dans mes consultations, tu sais, je commence à faire de l'accompagnement, puis je parle beaucoup de ça, puis oui, effectivement, c'est une grosse problématique, puis en fait, c'est de revenir à cette base-là, puis de comprendre qu'on est vraiment des êtres grégaires. Oui! C'est vraiment une histoire de tribu, de t'es-tu dans ma tribu, puis si oui, je vais m'attacher à toi, puis pour rester attaché à ma tribu, je dois repousser les gens de qui je suis pas attachée. C'est fascinant. Une fois que tu comprends cette base-là, fait que c'est ça que j'essaie d'expliquer aux parents, mais oui, dans les garderies, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est justement que souvent, les parents ne se sentent pas pleinement accueillis, ne prennent pas le temps de faire ça. Puis, les enfants finissent des fois par sentir qu'il y a comme une dissonance entre la vie avec mes parents puis la vie avec le CPE, tu sais. Fait que oui, c'est vraiment une grosse problématique. Mais les CPE, ils les veulent... Non, je me trompe-tu de dire qu'ils les veulent pas, les parents? Ils veulent qu'ils sortent au PC, là, comme tu nous donnes ton enfant puis tu sors, là. Il me semble que... Ouais, mais c'est parce que malheureusement, c'est pas tout... Tu sais, les CPE, c'est des systèmes. Fait que genre, tu sais, dans le fond, tu as un horaire précis à respecter. Si tu as des éléments humains, c'est vraiment spécial. Là, plus je te parle pas, c'est pas moi qui pense ça, tu sais, mais si tu as des éléments humains qui rentrent dans cet horaire-là, ça peut venir bouleverser des choses. Puis tu sais, les parents, justement, souvent, ils vont intervenir d'une certaine façon. Tu sais, ça peut perturber des fois la routine. Puis la routine est vraiment importante quand tu as autant d'enfants parce que justement, c'est tellement pas naturel que les enfants et toi, vous avez besoin de vous attacher à cette routine-là. Puis j'en parlais dans mon dernier épisode. On pense souvent que la routine, c'est un besoin de l'enfant, mais en fait, c'est pas ça. Pantoute, le besoin, c'est un besoin de sécurité et d'attachement. Ouais. Puis la routine, en fait, c'est la stratégie qu'on utilise en ce moment dans le monde dans lequel on vit, tu sais. Fait que oui, ça devient perturbateur pour un éducateur d'avoir des parents avec des valeurs, avec une façon d'être. Mais après ça, tu sais, ça peut très bien faire partie d'un projet éducatif. Tu sais, comme par exemple, mon copain, il travaille... En fait, il appelle ça un espace d'épanouissement en forêt. C'est pour les homeschoolers. Puis là-bas, en fait, les parents peuvent venir quand ils veulent. Tu sais, il faut qu'ils avertissent d'avance. Mais tu sais, il y a des parents qui sont restés 3 semaines avec leur enfant là durant l'intégration. Fait qu'il y a des projets éducatifs qui le mettent de l'avant, mais il faut que ça fasse partie de la vision. Puis dans des systèmes comme les CPE, ça fait rarement partie de la vision. Parce que ça devient un élément perturbateur. Mais oui, je comprends. Mais oui, il y a plus d'humains, puis c'est ça. On est hyper cohérent. On crée plein de problèmes. C'est pareil comme dans la naissance. On crée plein de problèmes. Puis là, on est devenu vraiment bon à les solutionner, ces problèmes-là. Fait qu'on crée plein de problèmes avec... c'est tout le fait qu'on n'est pas dans le respect du besoin de sécurité de l'enfant. Puis là, ben, on est très bon. On solutionne ça avec une routine qui est très sévère. Puis là, la solution de la routine, il ne faut pas qu'elle soit impactée par d'autres gens qui sont là. Parce que non, mais ça, c'est ça qui est important. Mais comme on a oublié qu'à la base, si tu enlevais tout ça, tu n'aurais pas besoin de ta routine aussi fortement que ça. Parce qu'au mois d'août, tu vas avoir 5 mamans pour 5 enfants, plus l'éducatrice. Tu vas être en nombre positif. Fait qu'on s'en fout-tu s'il n'y en a pas de routine au début? Parce que c'est pas grave, tu as bien plus de bras. Tu sais, c'est comme... Vois-tu le parallèle que je suis en train de faire, là?
Ah, absolument, absolument, mais c'est pas des systèmes qui sont faits pour les humains. Non, c'est ça. Ça, je pense qu'il, tu sais, c'est comme on va souvent parler parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a des enfants qui bénéficient de ces systèmes-là, mais je trouve qu'on met beaucoup trop l'accent dans le message qu'on talonne partout que c'est pour le bien de l'enfant. Mais c'est pas vrai. Moi, je me prononce aujourd'hui. Vous pouvez me récupérer ma citation, mais pour moi, les garderies, ce n'est pas pour les enfants. Souvent, on va entendre c'est pour les parents, mais moi, je dirais c'est pour le système économique, pour ceux qui bénéficient que les parents aient travaillé. Exactement. Je pense que ce que les enfants ont besoin, fondamentalement, Elisabeth, c'est que ils ont besoin d'être dans des environnements où leurs pulsions développementales sont vues puis entendues. Je pense que, tu sais, dans la psychologie, là, quand j'ai fait mon cours de l'histoire de la psychologie, on voit bien comment, à la base, on conceptualisait l'enfant comme tabula rasa, hein, comme tableau noir, là, vase vide, puis que la responsabilité des adultes, c'était de remplir ce vase-là de connaissances, de compétences, de les diriger dans comment on voulait qu'ils deviennent. D'ailleurs, à son apogée dans la psychologie behaviorale, il y a un psychologue behavioriste qui a mentionné, il disait « Donnez-moi 10 enfants et j'en ferai exactement le métier dont vous voudrez. » Parce qu'il se disait « Juste par la récompense puis la punition, je vais être capable de modeler qu'est-ce que l'enfant, comme dans quelle direction l'enfant va se développer. » Aujourd'hui, on a compris que oh là là, on s'était vraiment planté. Des fois, comme je me permets de le dire parce que j'ai envie que la psychologie d'aujourd'hui, elle ait un meilleur visage. Puis je pense que ça passe d'abord et avant tout par reconnaître toutes les merdes qu'on a faites. Comme courant de pensée. Aujourd'hui, je pense qu'on comprend que l'enfant, il sait. L'enfant sait grandir. L'enfant, c'est un être humain, pas un mini-humain, un humain. À part entière, au complet. Le bébé aussi. Dès sa naissance. C'est un humain total, complet et vrai. Dans son entièreté. Puis que il y a un exercice que j'aime beaucoup qui est proposé par les gens qui proposent la parentalité alternative ou le evidence-based parenting ou le gentle parenting, peu importe comment tu veux l'appeler, qui disent « Imagine-toi vivre ce que le bébé vit. » Te faire, mettons, t'es assis, puis là, t'es en train de jouer avec un truc, puis là, fait que le jeu pour l'enfant, c'est le travail de l'adulte. Fait que, OK, fait qu'on s'imagine que t'es assis, t'es devant ton ordi, t'es en train d'écrire un courriel, puis là, soudainement, il y a un géant derrière toi qui te ramasse, sans que tu saches, comme il arrive derrière, puis fou, il te ramasse, puis il t'amène ailleurs. Est-ce que toi, en tant qu'adulte, tu manifesterais? Tu dirais-tu de quoi, toi, Elisabeth? Je serais pas contente. Ben, c'est ça. Ben, moi non plus. Moi aussi, je capoterais ma vie, là. Dans le sens où, tu sais, voyons, de se faire prendre par en arrière. Fait que, il y a tout ce processus-là d'explication de écoute ton enfant. Il pleure jamais pour rien. Les pleurs, là, c'est hyper coûteux de la part de l'enfant. Ça nécessite énormément d'énergie. Fait qu'il va pas pleurer pour rien. Jamais, 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 jamais. Il y a toujours quelque chose derrière. Toi, ta job en tant que parent, c'est de dire, OK, c'est quoi qui se passe? Puis, il y a des enfants qui pleurent beaucoup moins. Hein, il y a des enfants que, tu sais, peu importe ce que tu fais, là, ils sont comme goody two shoes, puis ils ont pas mal toujours le sourire d'en face, puis tu les laisses à la garderie. Je suis sûre que quand tu étais à la pouponnière, il y avait des enfants qui étaient comme, bon ben, ça a l'air que c'est Elisabeth qui s'occupe de moi maintenant. Aujourd'hui, on a tendance à prendre pour acquis que le bébé tout petit, qu'on dépose puis qui pleure pas, c'est lui le bébé normal. Puis moi, j'ai fait ce lien-là. À un moment donné, avant même d'être maman, j'ai une amie qui a eu un bébé, puis elle dit « Ah, c'est tellement difficile, c'est un bébé qui fait des coliques, puis ci, puis ça. » Fait que je me suis dit « OK, je vais aller voir c'est quoi ça, cette histoire-là, les coliques, c'est quoi? » Moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose, c'était une réalité gastro-intestinale ou quelque chose comme ça. Puis je me suis mis à regarder c'est quoi les coliques.
Puis là, j'ai compris que, les bébés, c'est quoi les critères d'un bébé qui fait des coliques? C'est quoi les critères d'un bébé qui fait des coliques? C'est un quoi? bébé qui pleure quand il est déposé. On va dire des bébés qui font des coliques, qu'aussitôt qu'ils sont dans les bras puis qu'ils sont en motion, ils arrêtent de pleurer. Fait que là, c'est pour ça, c'était ça l'idée, la chaleur, le mouvement, comme il y a peut-être quelque chose gastro-intestinal qui se passe puis tout ça. Puis il y avait dans fait que fondamentalement, là, l'état de... En tout cas, ce que moi j'ai compris il y a quelques années de ça, c'est que l'état de notre compréhension sur les bébés à coliques, c'est qu'on connaît pas la cause, on connaît pas la source. On fait juste dire aux parents, on est vraiment désolé que vous êtes tombés sur des bébés un peu pourris, là. Écoute, vous êtes malchanceux, puis tolérez-le, parce que c'est ça qui est ça. Il va pleurer, puis c'est tout. Puis dans les explications, il y a une explication que j'ai lue, puis j'ai fait comme ding, 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 qui disait, il y a quand même tout un groupe de gens qui se positionnent sur les coliques en disant qu'en fait, c'est juste des bébés adaptés, parce qu'ils vont manifester ce qui ne répond pas aux besoins ancestrales de l'espèce humaine. Absolument. Ben, je pense que c'est Gordon Neufeld qui dit justement que en fait, le système digestif du bébé est fait pour fonctionner en étant dans les bras de son parent, en proximité. Puis que, en fait, c'est juste ça, c'est que quand justement le bébé il est pas dans un contexte où il est dans la possibilité de combler ses besoins d'attachement-là, parce que la première racine de l'attachement se développe normalement sur 6 ans. Puis la première étape d'attachement, c'est la proximité, c'est les 5 sens, fait que c'est la proximité justement physique. Fait que selon lui, puis tu sais, il a comme lancé ça un moment donné dans un cours, il s'est pas expliqué, mais il disait le système digestif du bébé fonctionne lorsqu'il est en connexion avec ses parents, puis les coliques justement, c'est la manifestation de ça. Mais voilà. Et voilà. Ben voilà, c'est exact. Puis tu sais, on pourrait s'imaginer que c'est probablement l'activation du système nerveux sympathique parasympathique, que quand le bébé est pas sur le parent, arrête de digérer sur le parent, là son système nerveux peut s'apaiser puis dire OK, je suis en sécurité, donc mon système digestif reprend. Fait qu'en tout cas, donc c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça expliquerait dans le fond les hypothèses qu'il y avait, mais fondamentalement ce que c'est qu'on a des enfants qui vont manifester plus clairement leurs besoins développementaux. Puis, je lisais un livre dernièrement qui portait sur l'hypersensibilité chez les enfants. Pas l'hypersensibilité sensorielle, mais l'hypersensibilité en général. Puis, qui disait tout simplement, une façon qu'on peut voir les enfants hypersensibles ou les adultes hypersensibles, c'est que ce sont des gens qui sont en mesure de dire qu'est-ce qui est attendu de l'espèce humaine. C'est quoi les besoins? Puis que les sont capables de fonctionner, puis tantôt tu as utilisé le terme de résilience, ils sont capables de fonctionner dans un contexte non adapté. Mais le bénéfice d'avoir des gens hypersensibles, c'est qu'ils vont te dire ça, c'est pas adapté pantoute. Puis tout le monde bénéficie de recevoir un contexte qui est plus adapté. Sauf qu'il y a un coût qui est comme extrême chez l'hypersensible que son besoin ne soit pas respecté. Parce que lui, c'est comme le canari dans la mine de charbon. Sa job, c'est de dire « Hey, les amis, ça, là, ça ne marche pas. » Ce qu'on a tendance à faire dans notre société, c'est qu'on prend ces enfants-là, puis là, on les étiquette, on les met de côté, on les force, certainement qu'on les respecte pas. Tu t'imagines une hypersensible à l'école qui arrête pas de pleurer ou qui trouve ça super difficile, puis qu'on dit « ça a l'air difficile pour toi. Regarde, on va appeler tes parents, on va dire qu'aujourd'hui, c'est une journée où tu as besoin d'être en proximité avec ta figure d'attachement. » Tu t'imagines-tu ça comme... Jamais de la vie, on ferait une affaire de même, là. Parce qu'on le voit pas. Parce que l'obligation, c'est d'être à l'école. C'est le travail de l'enfant. Ça me touche. Oui. Ça me touche vraiment de les voir comme, j'ai envie de dire, des porteurs du continuum. Oui! C'est exactement ça. C'est, oh mon Dieu, j'aime tellement l'image. Ce sont les porteurs du continuum. Puis, en tant que société, on a tout à gagner d'écouter ces porteurs de continuum-là. C'est peut-être pour ça, j'avais une réflexion, tu sais, dernièrement sur... il me semble qu'il y en a beaucoup d'enfants hypersensibles, comme c'est moi qui rêve ou pourquoi il y en a tant que ça, tu sais, je me demande si c'est pas parce que on a besoin de plus de porteurs, parce que là, on est vraiment dans une mauvaise direction puis qu'on a besoin juste d'un plus grand nombre de gens, d'enfants
qui vont nous ramener sur voici ce qu'on a besoin, là, voici ce que nos systèmes nerveux ont besoin. Les Émergents, c'est plus qu'un podcast pour moi, c'est une passion, puis je suis vraiment ravie de la partager avec vous. Je suis Elisabeth Dufresne, la créatrice de ce balado-là, et je suis extrêmement reconnaissante de votre fidélité puis de votre soutien. Un immense merci également à mon frère Étienne Dufresne pour notre musique originale et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine littéralement notre couverture. Si cet épisode-là vous a touché ou vous a inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles sur Apple Podcast ou avec un commentaire laissé via Spotify ou YouTube. De plus, partagez cet épisode-là sur vos réseaux sociaux ou en me taguant Elisabeth.Dufresne. C'est une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre mon initiative et surtout de la faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre échange passionnant. À bientôt!